Et pour cette dernière rencontre, donc il nous reste une demi-heure de débat et de table ronde pour parler de l'industrie avec nos deux derniers invités. Emmanuel Normand à votre gauche, qui est directeur du développement durable de Saint-Gobain, qui est, pour rappel, votre entreprise conçoit, produit, distribue des matériaux et services pour les marchés de l'habitat et de l'industrie. Et Éric Rigaud, qui nous vient de loin, qui est chercheur au centre de recherche des mines Sophia Antipolis. Vos micros sont ici, c'est parfait. Et donc vous, vos recherches se concentrent sur la résilience des entreprises, Éric Rigaud, et des territoires face aux risques, qu'ils soient anticipés ou émergents. Et vous travaillez notamment sur l'anticipation des conséquences du changement climatique sur les infrastructures essentielles. Peut-être commençons ensemble sur des questions peut-être basiques, mais on parle de risque NATEC lorsqu'il y a des accidents technologiques qui sont liés à des événements naturels. Alors c'est vraiment minime, ça représente 2% des accidents dans l'industrie. Mais quelle est aujourd'hui la situation face aux extrêmes, justement, et comment on s'y prépare ? Oui, justement, le changement climatique et l'impact sur les aléas naturels, c'est une tendance très forte d'évolution de la société. Mais ce n'est pas la seule. On va avoir la complexification des territoires, on va avoir la globalisation des marchés, on va avoir des chaînes logistiques qui deviennent mondiales. Et quand on se projette sur la nature des menaces qui peut affecter l'industrie, mais aussi les territoires, cette complexification questionne la nature et la manière d'aborder ces risques. Et en particulier sur cette notion de couplage. De couplage, on a parlé de synchronisation d'événements, de répétition d'événements qui vont survenir et qui vont aggraver les expositions et les vulnérabilités. Mais aussi, on a ce couplage entre différents types de risques, et en particulier les risques naturels et les risques industriels. Le NATEC, avec l'événement un peu emblématique, qui est la catastrophe de Fukushima, va partir d'un événement naturel, un tremblement de terre, qui va entraîner un tsunami, une vague qui va dépasser les digues qui étaient prévues, le dimensionnement des digues. Cette vague va entraîner un court-circuit d'un système électrique qui va arrêter le circuit de refroidissement de la centrale et la fusion. Et cet événement est la composition d'événements qui sont pris généralement de manière séparée, isolée. On va prévoir des plans, on va prévoir des programmes de manière isolée pour chaque aléa. Mais là, on doit considérer la composition. Et une des caractéristiques de l'événement de Fukushima, mais qu'on retrouve aussi à d'autres événements NATEC, c'est que le fait qu'il y ait l'événement naturel va rendre caduques les procédures, les plans de gestion. Parce qu'on va prévoir ou on va anticiper un ensemble d'actions qui vont être rendues indisponibles par la non-praticabilité des moyens de transport. On va peut-être voir un graphique qui va nous permettre de comprendre quels sont les risques, qu'est-ce qui entraîne des impacts finalement sur l'industrie. Et donc on le voit donc déjà que le nombre d'événements en France sur les installations industrielles a augmenté, voire presque doublé entre 2010 et 2022. Et donc on voit les différents risques, la pluie, le vent, l'inondation, la foudre, la chaleur. Et ça a été mentionné ce matin, le retour d'expérience est très important. C'est-à-dire que l'on va gérer que ce que l'on voit et que ce que l'on mesure et ce que l'on observe. Donc le risque NATEC est par la Basaria et les différents retours d'expérience fait l'objet d'enquêtes, fait l'objet de retours d'expérience. Et ces retours d'expérience va permettre de développer ces stratégies. Mais effectivement, on voit cette augmentation des interactions, des synergie entre les aléas naturels et les systèmes industriels, et surtout la capacité d'un aléa naturel à être à l'origine d'une catastrophe industrielle. Et ça, c'est un élément que l'on doit prendre en compte, et en particulier sur les enjeux de prévention, c'est-à-dire de réviser ou de questionner les pratiques de gestion des risques en intégrant l'évaluation des risques naturels. Et là, on est sur du système d'acteurs qui doit se relier et de questionner dans les entreprises, dans les industries, la prise en compte
l'inondation est un exemple, mais c'est un des plus importants de ce risque qui est généralement sous-estimé. Une autre illustration qu'on peut vous soumettre, c'est aussi donc une carte de France qui, là on avait le nombre d'événements et là c'est un peu sur la répartition et les risques qui peuvent y avoir. Emmanuel Normand, chez Saint-Gobain, comment on prend en compte ces risques d'extrême climatique et est-ce qu'il y a eu un ou des éléments déclencheurs qui ont fait qu'il y a peut-être eu un petit switch dans la politique que vous avez? Oui, absolument. Alors Saint-Gobain, parmi tout ce que l'on fabrique, on fabrique du verre. Je pense que vous devez tout savoir et j'espère que vous avez tous chez vous des fenêtres avec du verre Saint-Gobain. Comment on fabrique du verre? C'est un grand four qui doit avoir à peu près la taille de cette salle. La taille de cette salle, c'est des fours qui fonctionnent à 1300 degrés. Si ça s'arrête brutalement, le four est mort. C'est-à-dire le verre prend en masse et même au marteau-piqueur, vous n'y arrivez pas. Et bien évidemment, c'est extrêmement dangereux, un four qui s'arrête brutalement. On a eu deux prises, on va dire deux événements coup sur coup qui ont aidé à la prise de conscience. Le premier, alors c'est pas en France, c'est en Égypte, en plein désert égyptien. Un de nos fours verriers qui a subi une inondation. Bien évidemment, alors le four a été sauvé, hein. Les équipes ont réagi et le four a été sauvé, mais je peux vous dire que c'était pas prévu dans aucun des scénarios que l'on avait étudiés dans la conception du four. Le deuxième cas, temps il a été inopérationnel du coup? Il a été inopérationnel pendant un temps, mais il a été sauvé. C'est-à-dire, on a réussi à le maintenir en température. Et les équipes ont été 24 heures sur 24 auprès du four pour s'assurer que le four ne prenait pas en masse. Deuxième cas, c'était à l'été 2021, vous vous souvenez sûrement, montée très très importante du Rhin. Et pareil, un four verrier à proximité du Rhin en Allemagne. Même schéma. Alors, le comble, c'est qu'on avait revu nos scénarios peu de temps avant et on s'était appuyé sur les événements centenaux. Et pour le coup, pour réagir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, l'événement qui a eu lieu était bien plus ou bien moins que centenal. Et donc ça nous a amené à nous poser toute une série de questions et de voir comment il fallait agir, de se dire que les scénarios historiques avec lesquels on travaillait étaient très très largement insuffisants. Donc, on s'est associé à un tiers qui s'est exprimé tout à l'heure et qui est dans la salle pour travailler pour compléter nos scénarios historiques par des scénarios prédictifs. Et puis on a commencé à regarder nos équipements les plus critiques, à commencer par nos fours verriers, pour voir comment les adapter. Hein, et typiquement, arriver à comprendre là où on avait des points bas sur les sites, et puis enlever les éléments critiques, typiquement des armoires électriques, les déménager, les enlever des points bas et s'assurer qu'on n'a pas d'éléments critiques en point bas des sites. Et donc on est en train de faire tout ça. Alors on a fait tous nos fours verriers et on continue sur l'ensemble des installations qu'on peut avoir. Peut-être à vous deux, est-ce que la prise en compte des aléas climatiques et donc des extrêmes climatiques, c'est un élément qui se rajoute à toute la sécurité qu'il peut y avoir en plus, ou c'est un élément extraordinaire où là il y a des mesures qui doivent être prises en plus? Alors je peux peut-être commencer. La question de la gestion du risque, alors c'est la gestion du risque de nos installations, mais on pourrait parler des conditions de travail, on peut parler de nos approvisionnements, on peut globalement la question de la gestion du risque dans une industrie lourde, dangereuse, énergie intensive comme les installations exploitées par Saint-Gobain, c'est quelque chose qui est ancien et qui est maîtrisé. Ça fait partie de l'ADN d'un groupe comme le nôtre. Comme j'ai dit, un four verrier, s'il s'arrête brutalement, c'est extrêmement grave. Et donc, c'est bien évidemment quelque chose qui est très très fortement intégré dans tout ce que l'on fait. Ce qui est nouveau, c'est qu'on finalement on rajoute une perspective.
on rajoute la perspective, c'est-à-dire on va aller compléter notre compréhension des risques par des scénarios complémentaires. Et donc, ça nécessite de disposer de l'information. Alors en France, on a Météo France qui permet d'avoir une information précise, granulaire, avec une maille fine, mais on n'a pas Météo France dans toutes les régions du monde. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille avec des tiers qui sont capables de développer ces modèles. Il faut le faire avec la maille suffisante. Il faut le faire avec les différents types d'aléas qu'il peut y avoir. En France, l'aléa le plus important que l'on a depuis 20 ans, c'est la grêle. Donc comment on appréhende la grêle dans la façon dont on fait évoluer nos installations. Et puis il faut former nos gens pour qu'ils le comprennent, qu'ils l'intègrent, pour que les études de terrain soient faites et les décisions souvent des décisions d'investissement soient prises, ou des décisions de réorganisation soient prises, des adaptations soient faites sur ce qu'on appelle les plans de continuité d'activité, c'est-à-dire la manière dont on réagit en cas de crise. Je vais donner un exemple. Si on a un four qui est inondé, en général, c'est pas seulement le four qui est inondé, c'est l'ensemble de la région dans laquelle on agit. Et donc, si on a besoin d'avoir des équipes sur place pour préserver le four, il faut qu'elles aient un endroit où se reposer, il faut qu'elles aient de la nourriture en quantité suffisante, parce qu'elles ne pourront pas aller chez elles. Donc, on a en permanence, puisqu'on est 24 heures sur 24, on a en permanence des équipes spécialisées, il faut arriver à ce qu'elles puissent être là et être accompagnées pour maintenir les installations. Éric Rigaud, sur la prise en compte de ce risque-là précisément. Oui, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que les pratiques, la réflexion sur la notion de risque, la mise en place de prévention, de protection est une dimension importante de l'industrie depuis des années. Ce qui change, c'est quel est le risque qui est pris en compte. Il y a un siècle, on était sur la défaillance technique, c'est la sûreté de fonctionnement, et progressivement, on va intégrer la dimension humaine, la dimension organisationnelle. Donc en fait, on est accident après accident, évolution de la société au regard des différents enjeux, va venir complexifier ce que l'on va considérer comme une menace, comme le danger, et la mise en risque de ce danger va se faire à l'aide d'outils maîtrisés, connus, qui évolue au fur et à mesure et qui évolue au fur et à mesure de la nature de l'événement. La problématique qui se pose, c'est jusqu'où on va et jusqu'où on peut aller. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une limite à cette gestion des risques ? L'événement Natech, typiquement, montre que ce type d'événement n'était pas considéré à la fois comme possible dans les scénarios, mais aussi les réponses qui étaient apportées n'étaient pas en adéquation avec la réalité. Et ainsi, on va retrouver des acteurs, et là on va être dans la gestion de crise, qui vont devoir faire face à une situation qui déjà va les sidérer, parce que c'est remettre l'événement qui arrive remet en question ce qui avait été anticipé, ce qui était possible. Donc l'impossible ou l'improbable devient réalité, et il va y avoir une nécessité de créativité, d'action pour pouvoir faire face à une situation. Et du coup, se pose cet enjeu des limites de la gestion des risques, de la nécessité de les faire évoluer, de les faire progresser, de mettre en place des règles, des barrières, des scénarios, mais aussi à être... la seule certitude, c'est qu'il ne doit y avoir aucune certitude, et donc à préparer les organisations à faire face à des situations inédites, qui dépassent l'entendable, et pour lesquelles il va nécessiter une réponse qui ne sera pas réglée, mais qui reposera sur cette capacité d'imagination et d'improvisation. La question, c'est quelle peut être cette capacité à court terme, mais aussi à moyen et long terme, par rapport à des changements et des scénarios qui vont évoluer. Sachant que les décisions qu'on va prendre, elles vont avoir forcément des conséquences sur l'entreprise en
en tant que tel. Imaginons une inondation, un risque d'inondation. Quel choix on fait, par exemple, chez Saint-Gobain, en disant, est-ce qu'on met à l'arrêt l'entreprise avec les conséquences économiques que ça peut avoir, mais aussi en prenant en compte l'environnement. On en discutait, Emmanuel Normand, au téléphone la dernière fois, c'est-à-dire la mise en danger ou pas aussi, alors c'est pas le cas de Saint-Gobain, mais d'entreprises qui pourraient... je ne sais pas, avoir des conséquences d'explosion ou autre, et donc sur la population à côté. Comment on réussit à trouver le bon curseur pour savoir comment anticiper, faire de la prévention et en même temps contenir l'activité? Quand il y a une crise, quand il y a un événement, là la question se pose pas. Quand il y a l'événement, la priorité numéro 1, c'est la mise en sécurité des personnes et des biens. Après, on voit, et au fur et à mesure de la façon dont la crise est gérée, progressivement, on arrive à redémarrer les choses. Après, derrière ça, c'est comment on crée de la résilience. Donc, comment on limite les conséquences potentielles des événements qu'il peut y avoir. On parle de l'eau, on parle beaucoup de l'eau. On a parlé, là, on vient de parler des inondations. Il y a la question de la sécheresse. Les équipements de Saint-Gobain, les fours verriers sont refroidis, puisqu'ils fonctionnent à 1300 degrés. Il faut en permanence les refroidir. Et donc pour ça, il y a besoin d'eau. Et donc un des risques plus chroniques que l'on peut avoir, c'est la baisse de la quantité d'eau disponible. Et la baisse de quantité d'eau disponible, ça peut être à terme présenter un véritable risque. Et donc, il y a des questions qui sont relatives à la résilience de nos installations. Donc pour ça, on met en place des politiques qui sont plus des politiques de moyen terme. Et typiquement, si je prends la problématique de l'eau, on s'est donné comme objectif de réduire de moitié nos prélèvements en eau entre 2017 et 2030, et d'avoir zéro rejet, parce qu'on n'arrive pas à avoir zéro prélèvement, mais d'avoir zéro rejet en eau pour tous les sites industriels qui sont en zone dite à très haut stress hydrique. Il y a des cartographies mondiales qui permettent d'apprécier là où on a des zones en stress hydrique. On sait faire, c'est-à-dire on sait très très fortement réduire nos prélèvements en eau. C'est des mises en boucle fermée avec des tours de refroidissement. Maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on fait un nouvel équipement, c'est un standard, mais on a des équipements qui ont des âges assez variés, et donc ça nécessite de recomprendre les circuits. Alors des fois, c'est une vraie chasse au trésor pour arriver à comprendre où sont les circuits d'eau sur nos sites industriels et voir comment les adapter et prendre des décisions de mise en boucle fermée. Et aujourd'hui, on a une quarantaine d'installations chez Saint-Gobain en zone à très fort stress hydrique, typiquement en Inde ou au Moyen-Orient, qui sont à zéro rejet d'eau. Je rajouterais pour que vous puissiez compléter, mais également, est-ce que là, donc Emmanuel Normand nous explique toutes les procédures qui sont en place chez Saint-Gobain. Est-ce que Saint-Gobain est un bon exemple ou est-ce que toutes les entreprises ont conscience de leur fragilité comme ça? Comment on se situe finalement en France? Est-ce que toutes les entreprises ont pris conscience du risque qu'il pouvait y avoir? Alors, l'industrie, je veux dire. Le facteur de variabilité, il a déjà été évoqué, c'est la notion de culture des risques. Alors, on n'est pas sur la culture des risques des territoires, on est sur la culture des risques des entreprises. Et un des facteurs qui influe sur cette culture des risques, le premier, c'est la réglementation et les politiques volontaires des entreprises à mettre en place un ensemble de cadres. Toutes les entreprises sont soumises à la réglementation des risques de santé et sécurité au travail, mais toutes les entreprises ne sont pas soumises à la prévention des risques industriels. Donc on a un cadre réglementaire qui s'appelle Seveso, qui, au regard d'un ensemble de critères, va imposer un ensemble d'obligations en matière d'analyse des risques, de gestion des risques, de préparation de scénarios, de coordination entre les différents acteurs de l'entreprise, du territoire, pour pouvoir faire face à ces scénarios. Bien évidemment, une entreprise qui n'a pas ces obligations-là va avoir une sensibilisation, une culture des risques moindre que des entreprises dont le quotidien
de professionnels qui sont les préventeurs va être d'anticiper, de prévenir tout événement qui peut avoir un accident. Et puis il y a les politiques volontaristes. On a des normes, que ce soit des normes de gestion des risques et des normes de santé et sécurité au travail, des normes de continuité d'activité, ce qui a été évoqué, qui vont inciter, qui vont permettre de faire de la modélisation et de la préparation. Donc tout un pan de l'industrie est rodé à ces enjeux-là. Donc adapter, prendre en compte et être sensible à tous les enjeux du changement climatique, ça va être de la contrainte, ça va être du travail, ça va être de la demande d'investissement, ça va peut-être être du stress sur les préventeurs, mais j'allais dire c'est une boucle d'amélioration. Les entreprises qui n'ont pas cette culture ou qui n'ont pas dans leur ADN ces enjeux-là, effectivement, on va avoir les informations, mais peuvent se retrouver à des prises de décision. Par exemple, récemment, on est en alerte rouge. Une entreprise, on est en alerte rouge qui n'est pas forcément sensibilisée au risque, va attendre que ses salariés soient présents à l'heure, voire à sanctionner et à envoyer des informations en disant si vous n'êtes pas présent sur votre poste de travail, vous allez être sanctionné parce que tout retard fait l'objet d'une procédure. Donc en fait, il y a une inégalité entre les différentes entreprises et un des facteurs différenciants va être ces enjeux de culture des risques. Vous parliez de Seveso à l'instant. Est-ce que cette norme est elle aussi vue par rapport à ces extrêmes climatiques et repensée, réévaluée, je sais pas, tous les 5 ans, 10 ans en fonction de ça? Oui, je pense qu'il y a deux enjeux. Il y a à la fois l'amélioration, alors soit la norme Seveso, mais aussi toutes les réglementations qui sont associées. La réglementation post-Lubrizol, entraîner notamment, que ce soit au niveau des entreprises et aussi l'information au public, entraîner une amélioration des différents cadres ou une demande d'amélioration des différents cadres. Donc effectivement, on a une approche réactive par rapport aux différents éléments. Mais aussi, surtout, elle développe cette culture interne qui va rendre sensible et qui va faire en sorte qu'à un moment donné, on va avoir un alignement au sein de l'entreprise, au sein de l'industrie, que ce soit du stratégique à l'opérationnel, d'adapter. Avant de passer aux questions du public, peut-être pour conclure, Emmanuel Normand, vous me disiez au téléphone aussi que finalement, le changement climatique doit être vu comme un défi, mais aussi comme une opportunité de faire mieux, de faire évoluer ce qu'on vient de dire à l'instant, les normes de sécurité, etc. C'est comme ça que vous l'anticipez ? Oui, alors parmi les acteurs qu'on n'a pas cités qui font bouger aussi les lignes, un acteur qui est très très important pour un groupe comme le nôtre, ce sont les assureurs, et qui sont par essence qui résonnent en matière d'évaluation des risques. Et qui, moi dans mon rôle, il faut savoir que Saint-Gobain c'est un millier d'usines, donc je ne sais pas ce qui se passe dans les 1000 usines du monde et je ne sais pas quelle est la nature de la décision à prendre. Ça m'aide beaucoup d'avoir un assureur qui va aller auprès de chacun des patrons d'usine et les titiller et leur faire prendre conscience de ce qu'il y a à faire. Oui, en fait, moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, les outils de gestion des risques, ils existent. Je vais prendre un autre exemple, qui est la question de nos approvisionnements. Vous avez tous en tête 2 événements, nature très diverse. Février 2021 au Texas, une vague de froid extrêmement importante et donc des coupures d'électricité massives et brutales. Heureusement, on n'avait pas de four verrier dans ce coin-là, mais si on l'avait, ça aurait été extrêmement complexe. 2, alors c'est un peu plus ancien, 2011, toute l'industrie du semi-conducteur qui est perturbée du fait d'inondations en Thaïlande, là où il y avait de la concentration de semi-conducteurs. Donc la résilience de l'approvisionnement,
c'est aussi une composante qui est très importante. On a des outils d'analyse de vulnérabilité de nos approvisionnements, mais qu'on regardait sous l'angle géopolitique, sous l'angle des guerres ou le changement climatique vient réinventer notre analyse, nous oblige à nous reposer des questions, et c'est ce que je constate sur l'ensemble des sujets que l'on a à gérer, d'un point de vue d'assets, d'un point de vue des personnes, d'un point de vue de nos chaînes d'approvisionnement, mais également du point de vue de nos marchés. Ce qui est la question aussi de l'évolution de nos marchés face aux risques liés au changement climatique. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? C'était très complet. Monsieur, au centre. On part sur 5-6 minutes de questions et après vous serez libre. Oui, bonjour, Grégory Sceaux, citoyen curieux des enjeux écologiques et ingénieur à la ville. La question peut-être pour monsieur, vous, le chercheur. Pourquoi, c'est un sentiment, hein, pourquoi aujourd'hui on peine à mettre à jour les référentiels de risque pourquoi la culture du risque, à mon sens, elle est... elle n'est pas la chose la plus partagée. C'est-à-dire que là, par exemple, je prends un exemple. Hein, tout à l'heure, il y avait un graphique qui s'affichait. La source, c'était 2018. Donc aujourd'hui, en 2024, donc on parle des enjeux, on voit des événements redoutés qui arrivent maintenant continuellement. Mon sentiment est qu'on a un travail à faire comme ça pour comment mettre à jour les référentiels de risque. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un peu à l'extérieur de mon expertise. Après, ça a été présenté ce matin. Il y a l'ensemble repose sur l'ensemble des acteurs de la société. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la solution, elle va reposer sur la coordination de l'ensemble des acteurs. Et forcément, à un moment donné, il va y avoir des compromis, il va y avoir des priorités. Comme ça a été dit aussi tout à l'heure, on est sur une société réactive, c'est-à-dire que ce qui va entraîner des mises à jour, ce qui va entraîner l'évolution, ça va être et ce qui va mettre à l'agenda une thématique par rapport à une autre, ça va être la survenue d'événements. Donc, un enjeu au niveau de la société, de la mutation de la société, et là on est sur la culture globale, c'est se dire d'essayer d'avoir une vision complète, essayer de mettre en jour l'ensemble des données. Mais est-ce que mettre à jour l'ensemble des données est réellement la solution ? Est-ce que se dire tous les ans ou tous les 2 ans, il faut refaire la carte, il faut faire les éléments ? Ce sont des éléments de prise de décision qui doivent être confrontés à la réalité du présent et qui doivent permettre, avec une vision prospective, d'arriver à prendre des décisions. Et surtout d'identifier à quel moment ces décisions sont valables au regard des connaissances, ou surtout se dire... par rapport à nos connaissances, il faut adopter une autre stratégie. Donc je dirais attention de pas non plus... c'est important d'avoir les données, c'est important de les mettre à jour, ce sont des éléments de décision importants, mais de ne pas forcément se focaliser uniquement sur la donnée, sur la production de la donnée, mais c'est surtout développer notre capacité d'adaptation, d'ajustement. Alors, le terme résilience peut être utilisé aussi à ce niveau-là, et de se dire au présent, on doit prendre une décision en situation bornée, on n'a pas toutes les informations et on va essayer d'acter, de faire des priorités et d'agir. Alors oui, ça serait l'idéal d'avoir une mise à jour régulière de toutes les informations, mais je pense que au regard de données contraintes, de moyens contraints, que ce soit dans les entreprises, que ce soit au niveau des politiques publiques, il y a forcément des priorités et des décisions. L'enjeu pour moi, c'est d'être capable de développer l'agilité de prise de décision pour pouvoir, au présent, dans le temps de la prévention, au temps de la gestion de crise, de prendre la décision la plus opportune. Une autre question ? Madame au centre ? Bonjour, alors c'est Mademoiselle Sucy Diane, je suis ingénieure en énergie renouvelable et ingénieure de recherche aussi, et je fais partie d'un DU à Centrale Supélec qui s'appelle Agir pour le climat pour le réseau Alcan.
Alors, ma question est que la France a connu un dépassement planétaire le 5 mai 2023. Et je voudrais savoir quelles sont les mesures prises à votre niveau depuis ce dépassement, et aussi comment les villes peuvent-elles adapter leur infrastructure et leur politique pour atténuer les impacts des changements climatiques tout en impliquant les citoyens, par exemple en utilisant des outils comme la boussole de la résilience. Merci. C'est peut-être le moment où on tire notre joker. Non, mais Non. je pense qu'il a été évoqué de nombreux outils. Moi, je pense qu'il n'y a pas une solution. Il y a différents outils. Il y a la journée de la résilience, et je pense un outil extraordinaire à développer et à mettre en place pour créer cette culture-là. C'est pas un acteur, ça sera l'ensemble des acteurs. Et on est, je sais pas si je peux utiliser le mot réseau polycentrique, mais en fait, c'est les décisions de l'ensemble des acteurs qui va faire que on va peut-être avancer dans une bonne direction. C'est pas un acteur en particulier qui va apporter toutes les solutions. Ça va être la composition des acteurs avec ses contraintes, avec ses enjeux. L'information au public, les 10 crimes sont présents, ils vont évoluer, ils doivent évoluer. La journée de la résilience, tous ces enjeux. D'autres outils qui sont développés, que ce soit dans les enjeux environnementaux, sont des outils d'aide à la décision et de sensibilisation. Il y a un enjeu de sensibilisation, il y a un enjeu de diagnostic, il y a un enjeu de prise de décision. Il n'y a pas de solution existante totale. Il y a un enjeu de recherche, d'innovation à ce niveau-là. Il y a des enjeux de sociétaux d'adaptation en prenant toutes les contraintes auxquelles on doit avoir. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous d'être venus si nombreux pour assister à ce colloque. Je vous rappelle qu'il est possible de le re-regarder en visio. Je suis sûre que vous avez cette envie de re-regarder ces 3 heures de rencontre. En tout cas, si vous n'avez pas pris toutes les notes qu'il vous fallait, ça sera le même lien que la visio. Ça vous sera réenvoyé par mail. Et donc, nous, on vous invite à venir nous rejoindre au cocktail déjeunatoire si vous voulez prolonger la discussion. Merci encore.